On a trois types, trois catégories dans les roches magmatiques: les roches plutoniennes, roches intermédiaires ou phyloniennes et les roches volcaniques. Je vais vous donner un petit détail sur les roches phyloniennes. Donc c'est une gamme de roches qui est intermédiaire, c'est-à-dire qui va exister entre les deux pôles, deux grands pôles, roches de profondeur plutonique et les roches de surface volcanique. Donc on parle de roches, pour ces roches phyloniennes, on parle de roches périplutoniques ou hypovolcaniques. Ce sont des roches de semi-profondeur, la texture elle est micro-grenue et typiquement voilà, donc, des intrusions phyloniennes. Donc dans ces roches phyloniennes, en général dans les roches magmatiques, on a dit on a les deux grands pôles, les deux groupes, les roches volcaniques et les roches plutoniques. Donc les sous-groupes, on va voir des roches volcaniques sont strictes, c'est-à-dire que c'est des roches qui vont se former à l'air libre, donc roches volcaniques sont strictes, et pour les roches plutoniques, on va avoir des roches plutoniques sont strictes, c'est-à-dire que c'est des roches qui vont se former en profondeur. Et entre les deux, on va avoir des roches, on va avoir une roche qui va se former, qui est en relation avec la mise en place de système plutonique, du pluton, et ils vont se former dans un milieu semi-profond, c'est des filons, c'est des roches qui vont se former dans des filons, ce qu'on appelle des roches périplutoniques, donc milieu de formation semi-profondeur. Et cette roche périplutonique, c'est une roche phylonienne. Et le deuxième type, c'est une roche hypovolcanique. Sa formation est en relation avec la mise en place d'un système volcanique, c'est-à-dire d'une éruption volcanique, et donc en relation avec la formation des roches volcaniques. Lors de la remontée du magma, le magma va s'injecter dans des filons et il va subir la cristallisation, solidification, refroidissement dans un milieu semi-profond et on va obtenir notre roche phylonienne de type hypovolcanique. Donc là, on est arrivé au point où on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un magma? Donc un magma, c'est quoi? Donc un magma, ce sont des roches qui sont fondues, si vous voulez, qui sont caractérisées par des températures élevées, entre 600 et 1500 degrés. C'est des roches qui sont caractérisées par leur fluidité et ils sont caractérisés essentiellement par la composition silicatée, et là, il faut souligner en dessous, c'est ce qui va gérer les différents types qu'on va obtenir, c'est-à-dire pour les roches magmatiques. Et lorsque, c'est-à-dire ce magma se refroidit, donc au cours du refroidissement, on va voir les minéraux qui vont se cristalliser petit à petit, c'est-à-dire selon un ordre, en respectant un certain ordre. Certains cristallisent à des températures plus importantes que d'autres. Donc, le magma, il va subir le refroidissement lent, et au fur et à mesure, on va avoir cristallisation. Et cristallisation, formation d'un minéral, si vous voulez, c'est une réaction. C'est une réaction, et chaque réaction est là sa température qui va lui permettre d'avoir lieu. Si on passe rapidement sur la température, on est dans des conditions de refroidissement rapide, la réaction n'a pas le temps de se faire, ou il va se faire rapidement, on va obtenir tout un petit cristal invisible à l'œil nu. Donc au cours du refroidissement, on va avoir au fur et à mesure des réactions lieu, et ce qui va permettre la formation au fur et à mesure d'un certain nombre, d'un ensemble, si vous voulez, de cristaux. Donc ces réactions, ce qu'on appelle les suites réactionnelles, ces suites de réactions, c'est ce qu'on appelle les réactions ou les séries de Bowen. Donc on va avoir des minéraux qui vont se former à haute température et on va avoir des minéraux qui vont se former à basse température. À ce moment, on parle de minéraux stables à haute température et de minéraux stables à basse température. Donc les suites réactionnelles Bowen, donc chaque minéral se forme à des températures différentes. Donc, chaque minéral a sa température de formation. Et donc, certains minéraux vont être stables à haute température. Donc, c'est l'exemple de l'olivine. Et le quartz, qui est le minéral qui se forme à basse température. Donc, on va imaginer qu'on a un refroidissement de magma. Le premier minéral qui va se former, bien sûr, c'est l'olivine. Et le dernier minéral qui se forme, c'est le quartz. Donc, puisqu'on va avoir
ces suites de réactions. Et on a dit tout à l'heure que le magma, il est caractérisé par sa composition qui est essentiellement silicatée. Et cette composition, il va varier d'un magma à un autre. L'élément majeur qui va déterminer cette composition dans les minéraux silicatés, c'est quoi? C'est la silice. Donc c'est la teneur en silice qui va être responsable du type de roche qu'on va obtenir. Et j'attire votre attention ici sur le quartz, par exemple. Si on a un magma qui est pauvre en silice, et comme le quartz c'est de la silice, et c'est le minéral qui se forme en dernier. Si on a un magma qui est pauvre en silice, qui est sous-saturé, est-ce qu'on ne va pas pouvoir obtenir ou arriver à la réaction qui va donner le quartz parce qu'on aura un épuisement du stock de silice. Donc on va essayer de schématiser les réactions de Bouen. Donc on va imaginer, donc on a la température qui est en général entre 600 et 1500, là on a posé 750. Donc le magma va subir le refroidissement. Le premier minéral qui est stable à haute température qui va se former, c'est l'olivine et le pyroxène. Donc le premier c'est l'olivine et il est suivi de pyroxène. Donc si on n'a plus de silice, on va avoir une roche qui va contenir que l'olivine et du pyroxène. C'est de la péridotite, on va le voir après. Si la silice, il y a encore de la silice, on va voir le début de la formation des plagioclases avec les plagioclases anortites jusqu'au on va voir l'amphibole, la biotite, et on va voir les derniers, on va voir les quartz, on va voir les feldspaths potassiques, on va voir la muscovite. Donc les derniers minéraux qui se forment avec l'ultime, le dernier, c'est le quartz. Et la formation, donc c'est une suite de réactions qu'on appelle la série de Bouen. C'est des réactions qui vont se faire au fur et à mesure. Et la formation ou les réactions vont se faire en fonction de la teneur en silice, c'est-à-dire la composition silicatée du minéral. Donc là, vous avez la figure de Cyril Bouen. Donc on a donc les températures élevées, on est dans une phase liquide. Et là, le passage à la phase solide, et bien sûr, entre les deux, on a le mélange liquide-solide. Donc en fonction de la teneur en silice du magma, donc si le magma est très pauvre en silice, c'est sous-saturé, on va avoir la cristallisation de l'olivine, pyroxène, et on va obtenir une roche qui va contenir olivine et pyroxène. Olivine, c'est des péridots, et la roche, c'est une péridotite. Donc, c'est une roche ultra-mafique, c'est-à-dire ultra-basique. Si le magma qui est encore plus riche, donc on va voir des pyroxènes, on va avoir les amphiboles, et on va avoir les plagioclases calciques, la nortite. Et donc là, c'est des roches qui sont basiques. En principe, c'est le gabbro, et en surface, c'est un basalte volcanique. Si le magma contient encore plus, donc on va voir des roches intermédiaires. Intermédiaires, on a deux types. Donc on a un intermédiaire avec des pyroxènes amphiboles, biotites et plagioclases, c'est de la diorite en plutonique, andésite en volcanique. Intermédiaire avec apparition du quartz, c'est-à-dire que ça va contenir du quartz, et à ce moment, c'est une intermédiaire. En plutonique, c'est le granodiorite, et en volcanique, c'est la dacite. Magma très riche en silice, on va avoir l'apparition des quartz qui va apparaître en dernier, on va avoir le feldspath, la muscovite, les plagioclases et les amphiboles. C'est une roche qui est acide, donc c'est une roche qui est félsique. En plutonique, c'est un granit, et en volcanique, c'est une rhyolite. Donc là, vous avez la colonne qui donne les roches magmatiques. En rouge, c'est des roches plutoniques. Et en bleu, c'est les roches volcaniques. Et bien sûr, donc, pour ce qui concerne l'ultra-basique, ultra-mafique, on a la péridotite. Et la péridotite, on n'a pas d'équivalent en volcanique parce que c'est des minéraux qui se forment en profondeur. C'est-à-dire que c'est trop chaud pour le volcanisme. Donc là, on observe qu'on a deux grands types. On a les roches ultra-mafiques et les mafiques, et on a les roches felsiques. Là, nous avons les intermédiaires. Roches felsiques, c'est-à-dire c'est riche en feldspath et quartz, silice, donc c'est des roches riches en silice, c'est une roche acide, roche felsique. Mafique,
Ma, c'est le magnésium, et le F du fer. Donc, magnésium, riche en fer et en magnésium. Donc, quand c'est riche en fer et en magnésium, bien sûr, c'est pauvre en silice. C'est des roches qui sont basiques. L'origine du magma. Donc, l'origine du magma, comment le magma va se former. Donc, on sait que vous avez une idée sur la structure interne. Donc, la structure interne de la planète, nous avons notre croûte, manteau supérieur, manteau inférieur, noyau externe et noyau interne. La croûte, avec la partie supérieure du manteau supérieur, forme la lithosphère, c'est-à-dire une sphère de roche. Et cette sphère de roche, c'est une partie, la lithosphère, elle est rigide et elle est subdivisée en plaques et elle est au mouvement de l'asténosphère qui est moins rigide. Et l'asténosphère, elle n'est pas liquide, ce n'est pas en fusion. Donc pour qu'on puisse avoir un magma, il nous faut une fusion partielle au niveau de l'asténosphère ou alors une fusion de la croûte. Donc on va voir, je vous donne l'exemple ici pour l'ébullition de l'eau, c'est juste pour montrer le rôle de la pression dans l'empêchement de l'ébullition. Donc, pour ce qui concerne la pression atmosphérique, on va essayer de faire l'expérience de faire bouillir de l'eau au pied de la montagne et on va monter dans la montagne à une altitude de 4000 mètres et à la même température, on remarque qu'à 4000 mètres, on va commencer à avoir ébullition. Donc le responsable, c'est-à-dire ce qui empêche d'avoir ébullition au pied de la montagne, c'est la pression atmosphérique qui empêche l'ébullition. De la même façon, donc, dans l'asténosphère, on a des températures qui sont élevées, mais on n'a pas la fusion partielle. Il n'y a pas de fusion. Par endroit, dans l'asténosphère, on peut avoir une baisse de la pression, de ce qui est sous-jacent, et cette baisse de pression va conduire à une ébullition. Et une fois qu'on a ébullition, le magma, automatiquement, l'ébullition va avoir fusion partielle et on va obtenir un magma. Et le magma, une fois qu'il est formé, on va expliquer après qu'automatiquement, il va remonter. Donc, le premier type de formation, ou l'origine du magma, comment le magma va se former, on peut avoir la fusion partielle dans l'asténosphère et c'est expliqué par une baisse de pression. Deuxième type de fusion, c'est la roche de l'asténosphère va fondre aussi partiellement contre la plaque, c'est-à-dire lors d'une subduction de la lithosphère ou de la croûte océanique qui va ramener de l'eau. Donc au niveau des zones de subduction, on a une croûte océanique qui se formait au niveau de la dorsale océanique. Cette croûte océanique, au moment de la formation au niveau de la dorsale, donc au niveau de la dorsale, on a des failles, c'est faillé. Une fois la roche va se former, c'est une séquence ophiolitique qui est surmontée par des basaltes et en profondeur, nous avons des gabbros. Donc ces basaltes, ils sont dans un milieu aqueux. L'eau, il va s'injecter dans les fissures, il va se chauffer, il va remonter et c'est une eau qui est chaude, en contact avec la roche. Principalement, on va parler du basalte qui est en surface surmontée par les sédiments. Cette eau chaude va entraîner une transformation de la roche qui vient de se former. Donc c'est une transformation, mais c'est une transformation à l'état solide. Donc c'est un métamorphisme. Et métamorphisme, le responsable, c'est la température, l'eau et la température. L'eau, elle est chauffée. Donc c'est un métamorphisme de type hydrothermal et transformation, donc de type métamorphique hydrothermal, et bien sûr, ça va conduire à la formation de nouveaux minéraux, et ce sont des minéraux qu'on dit des minéraux hydratés. Ces minéraux hydratés, donc, contenus dans la croûte, il va continuer son voyage et arriver en contact avec le continent. Bien sûr, il va plonger et on a la subduction. Donc, on est dans une zone de convergence où on a de la pression, la croûte subducte. Donc, il va partir en profondeur et il y a de la température. Donc, on a pression, température, on a métamorphisme, donc transformation. La transformation va se faire avec la libération de l'eau. L'eau, une fois libérée, il va conduire à une fusion partielle parce que la caractéristique de l'eau, c'est qu'il fait baisser la température
de la fusion. Quand on rajoute de l'eau, on fait baisser la température de fusion. Donc on va voir fusion au niveau des zones de subduction, formation de magma. Et ce magma, on va expliquer après comment il va faire pour remonter en surface. Donc le magma, une fois formé dans le manteau, dans la sténosphère, comment il va faire pour remonter? Donc automatiquement, on sait qu'au niveau de la densité, plus on va en profondeur, plus la densité du matériau augmente. Le magma, une fois formé suite à la fusion partielle, sa densité est inférieure à celle du manteau. Donc automatiquement, puisque sa densité est inférieure, une fois formé, il va automatiquement chercher à remonter suite à la différence de densité. Il va avoir le comportement de l'huile quand il est mélangé avec de l'eau. Donc il va remonter et il arrive dans la croûte, et c'est dans la croûte où il va se stabiliser. Soit il va rester dans un réservoir magmatique, le réservoir se remplit, refroidissement lent, et c'est une roche plutonique intrusive. Soit le cas où on va avoir une grande quantité de magma qui va arriver dans le réservoir il va se trouver sous pression. Donc, une fois que le réservoir est sous pression, automatiquement, ce magma il va se chercher le chemin pour baisser la pression dans le réservoir et il va se chercher le chemin par les fissures pour arriver en surface et donner une éruption volcanique, donner des roches effusives, des roches volcaniques. Et donc, le volcanique se forme quand le réservoir est surchargé de magma. Donc, deux types pour le magma, une fois qu'il se formé suite à la fusion partielle. Il va remonter pour arriver dans la croûte suite à la différence de densité. Arrivé dans la croûte, la densité du magma et de la croûte ils sont proches, donc il va s'installer tranquillement dans un réservoir. Mais si la quantité qui arrive dans le réservoir est trop grande, la pression dans le réservoir augmente, et là on va avoir automatiquement un magma qui va essayer de remonter vers la surface afin de faire baisser cette pression dans le réservoir, et ça va conduire à la formation de roches volcaniques. Mode de formation d'intrusion, on va essayer de voir les types d'intrusion. La fusion partielle de certains volumes de la croûte, c'est les continents océaniques, peut engendrer de grandes quantités de roches fondues qu'on appelle le magma. Donc on va avoir de la fusion partielle de la croûte, et donc un magma cristal, et on va avoir du magma qui va se former. Et donc on va avoir le magma une fois formé, il va se déplacer et il va s'installer dans un encaissant. L'encaissant, c'est celui qui va recevoir le magma. Et on va obtenir un peloton qui va avoir une certaine forme. Seulement la forme du peloton ou la forme de l'intrusion, il va dépendre principalement du contraste de viscosité entre le magma et l'encaissant. Donc, quand il va s'installer, donc le mode, quand il va s'installer, on va avoir le contraste de viscosité qui est modéré. On va avoir l'exemple où l'encaissant et le magma, ils ont une différence ou un contraste de viscosité entre l'encaissant et le magma, elle est modérée. C'est-à-dire la différence, elle est modérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'encaissant, celui qui va recevoir, est relativement plastique. C'est-à-dire qu'il peut se déformer pour laisser la place au magma pour qu'il se mette en place. C'est l'exemple que vous avez ici. Donc le magma, il remonte. L'encaissant, il se déforme pour céder la place à la mise en place du magma. Et ça forme un diapyre. Et l'intrusion, c'est une intrusion de type diapyrique, une intrusion dite diapyrique. Le cas où le contraste de viscosité entre l'encaissant et le magma est assez grand. Contraste de viscosité assez grand, ça veut dire on a un magma, le magma il est visqueux. Donc si la différence de viscosité avec l'encaissant est assez grande, ça veut dire que l'encaissant, lui, il est rigide. Donc le magma il est visqueux, l'encaissant il est rigide. Quand il va remonter, il va essayer de se mettre en place dans l'encaissant il ne cède pas la place. Donc le magma, qu'est-ce qu'il fait? Il va se chercher le chemin pour
s'installer. Donc il va se chercher des fissures, il va s'insérer dans les fissures et dans les espaces entre les couches, et ça donne des formes qui ressemblent à un sapin de Noël, ce qu'on appelle des formes les formes laccolithiques. Là, on arrive à la viscosité des magmas. Donc la viscosité des magmas, pourquoi un magma est plus visqueux? Donc en général, on a des magmas qui sont liquides, des magmas qui sont visqueux. Donc pourquoi cette différence? Donc on sait qu'on décrit l'abondance de silicium et de l'aluminium, du fer dans un magma, et en imaginant ces éléments combinés à l'élément le plus abondant, c'est-à-dire ces éléments chimiques qui vont être combinés à l'oxygène. Donc on parle de concentration dans un magma, on parle de concentration en SiO2, concentration en MgO et concentration en Fe2O3. En chimie minérale, en chimie des minéraux, on sait que le SiO2 et Al2O3 servent de granulats et le potassium, calcium, sodium, fer, magnésium servent de ciment. Et un magma qui est riche en silice, un magma riche en silice est toujours pauvre en fer, magnésium. Donc quand c'est riche en silice et en aluminium, c'est pauvre en fer et magnésium. Par conséquent, on qualifie un magma riche en silice de filsique, donc on l'appelle filsique par référence au feldspath potassique, et la silice, c'est-à-dire le quartz, donc on l'appelle filsique. Donc on revient à la dernière diapo. Donc on a le mélange en chimie minérale, granulat et ciment. Donc si on va imaginer un magma qui est riche en silice, en SiO2 et Al2O3, et il est pauvre en fer, magnésium. Comment ça va être ce magma? Donc c'est un magma qui va être, quand c'est riche en silice, c'est un magma qui va être visqueux. Par contre, si on imagine l'inverse, un magma mafique, c'est-à-dire riche en fer, en magnésium, et pauvre en silice, ça va être un magma qui est plutôt liquide. Donc quand on augmente le ciment, on a plus de ciment et moins de granulats, c'est liquide. Moins de ciment et plus de granulats, c'est visqueux. Donc la viscosité des magmas, on qualifie un magma de riche en silice de filsique, c'est-à-dire feldspath, silice et silice. C'est un magma, le magma filsique, c'est un magma qui est visqueux. Donc quand il sort des volcans, il va avoir le comportement d'une pâte, donc c'est un magma qui est visqueux, et c'est un magma qui va donner une roche volcanique de type acide, c'est ce qu'on appelle une rhyolite. À l'inverse, un magma qui est mafique, et le terme mafique, le Ma, ça provient du magnésium, et le F du fer, donc avec le suffixe -ique, donc mafique. Et un magma qui est mafique, c'est un magma qui est pauvre en silice et qui est riche en fer et magnésium. Et donc c'est un magma qui va couler comme de l'eau, c'est un magma qui va être trop fluide, et il va couler comme de l'eau, et il va donner, quand il va se refroidir, une roche volcanique mafique qui est le basalte. Classification des roches magmatiques. Donc la classification des roches magmatiques, il va reposer sur plusieurs critères. Donc le premier critère, c'est la classification génétique, c'est-à-dire on va classer les roches selon le milieu de mise en place. Profond, semi-profond et surface. Deuxième classification, c'est la classification basée sur leur texture, donc basée sur l'observation à l'œil nu des roches, c'est-à-dire on va avoir une catégorie, des catégories de roches dont les grains sont très bien visibles à l'œil nu, des catégories où les grains ne sont pas visibles, où les cristaux ne sont pas visibles à l'œil nu, et on va avoir une troisième catégorie qui est située entre les deux, où les grains sont de taille moyenne. Et on va se rendre compte que les deux classifications, ils sont en relation. Donc quand on fait une classification basée sur la texture, automatiquement on fait de la classification génétique. Et si on arrive à faire une classification génétique, on a, si vous voulez, fait une classification basée sur la texture. Troisième type de classification, c'est la classification minéralogique. C'est-à-dire on va classer les roches en fonction des minéraux présents dans la roche.
La dernière, c'est la classification chimique d'après le chimisme, c'est-à-dire la teneur en silice. De la même façon pour les deux premières, le minéralogique et chimique, ils sont plus ou moins en relation parce que le chimisme ou la nature chimique ou teneur en silice du magma va être responsable de la formation d'un certain nombre de minéraux. Et donc, la classification minéralogique et chimique, c'est-à-dire ils vont en parallèle